En campagne! En campagne, c'est le podcast qui part sur les chemins de campagne, du nord au sud, d'est en ouest, à la rencontre d'une jeunesse ancrée dans son territoire. Alors oui, tout comme vous, sûrement, on s'est demandé, mais qui est-elle cette jeunesse? Quel chemin a-t-elle décidé de se tracer? Et quelle place s'accorde-t-elle dans ce paysage de la ruralité? Autant de questions qui ont animé notre désir de partir à sa rencontre. Pour ce 4e portrait, c'est Fawzi qui nous reçoit dans son village natal de Saint-Privat-des-Vieux au pied des Cévennes. Le temps est devenu une parenthèse de douceur, de déconnexion. À Saint-Privat-des-Vieux, face aux montagnes des Cévennes, on a enfin pris le temps de prendre le temps et de plonger au cœur de ce qui fait les Cévennes, le soleil sur la peau et le vent dans les cheveux. Allez zou, ça part en campagne. Fawzi, bonjour. Bonjour. Merci de te prêter au jeu de ce portrait pour notre podcast En campagne. Je t'appelle Fawzi, mais en fait, je peux aussi t'appeler Fafou, puisque c'est ton surnom, mais un peu plus pour les intimes. C'est ça, c'est mon surnom de l'enfance, depuis l'école primaire. Eh ben écoute, c'est génial, donc on part de super bonnes bases. Pour entrer directement dans le vif du sujet, peux-tu me dire qui est Fawzi de Saint-Privat-des-Vieux au pied des Cévennes? Oui, moi là aujourd'hui, c'est Fawzi de Saint-Privat-des-Vieux, j'ai 26 ans. Donc je suis né à Alès, à côté de Saint-Privat-des-Vieux, c'est la plus grande ville qu'il y a à côté, donc elle est à 5 minutes, on est collé à Saint-Privat-des-Vieux. Fawzi il a grandi à Saint-Privat-des-Vieux, c'est les seuls souvenirs que j'ai parce qu'en fait on habitait avant avec mes parents vers la Grand-Combe. Donc une ville qui est à 30 minutes et qui est un peu plus dans les Cévennes et un peu plus isolée dans les Cévennes. Après on a déménagé ici quand j'avais 2 ans, donc tous les souvenirs que j'ai de mon enfance, elles sont ici à Saint-Privat. Donc voilà, j'ai fait l'école primaire ici à Saint-Privat-des-Vieux avec c'est là où on se fait tous nos amis d'enfance. Le fait d'avoir l'école primaire directement dans le lieu où on vit, ça permet en fait d'avoir beaucoup plus de liens sociaux et de liens avec les amis. Et en fait, on était tout le temps ensemble. J'étais tout le temps dehors. Dès qu'on sort de l'école, on rentre, on goûte et après on ressort parce que on a envie d'être avec les amis. C'est ça qui est bien aussi à la campagne, c'est la liberté. On peut sortir sans crainte en fait que les parents peuvent avoir en ville ou quelque chose comme ça. Donc toi, tu t'es senti un enfant libre de faire ce que tu voulais en dehors avec tes copains et de retrouver tout le monde quand tu étais en dehors de l'école. Ouais, carrément. Et mes parents, il y a toujours quand on est puni, etc. Mais mes parents, ils m'ont toujours laissé sortir. Il n'y a pas eu de problème avec ça. Et comme je dis, ouais, j'étais tout le temps dehors, quoi, à faire des cabanes dans les arbres, aller faire du sport, même à rien faire avec nos amis, mais on se retrouvait quand même, même si on n'avait rien à faire, on était ensemble, quoi. Et dans les bons et dans les moins bons moments où il y a rien à faire, on est tout le temps ensemble et ça crée des liens. C'est génial. Tu esquisses déjà le portrait en fait de l'enfant que tu étais et ça m'amène à cette question. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'enfant que tu as été et l'enfance que tu as vécue ici dans ce village? J'étais l'enfant un peu hyperactif, un peu foufou, et d'où le surnom Fafou, donc Fafou le fou, quoi. J'étais déjà à l'école, je faisais un peu des bêtises, des conneries de gamin, mais c'est ça qui font les bons souvenirs aussi. Et moi, mes parents ils m'appelaient Pierre Richard parce que je me faisais tout le temps mal, mais je me fais mal, mais j'ai pas vraiment mal, j'ai des bleus de partout, mais même maintenant, encore aujourd'hui, je suis comme ça et je me fais mal de temps en temps et c'est un casse-cou, ça fait pas mal, c'est pas grave, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est marrant et oui, par exemple, j'attrapais les abeilles à l'école, je mangeais les papiers de carambar, des trucs comme ça, les pots de citron, j'étais là après à relever tous les défis pour amuser un peu la galerie et donc ouais, c'est pour ça j'étais Fafou le fou et c'est resté encore de partout, c'est Fafou, ça a été mon seul surnom et je pense que c'est ça, je le porte bien et je le porterai longtemps, quoi. Bon, mais ça, c'est entendu, c'est noté. Dis-nous, quand on grandit à la campagne, que ce soit à Saint-Privat-des-Vieux, puisque tu vas nous raconter ton histoire à toi, c'est quoi le parcours classique, en fait, d'un enfant à Saint-Privat-des-Vieux? Enfin, celui que toi, t'as eu et celui de tes petits potes de l'école. Toi, t'as commencé école maternelle, ensuite primaire ici à Saint-Privat, et après, pour les activités et l'école, comment ça se passe? Oui, donc ça fait crèche...
école primaire, école maternelle ici à Saint-Privat-des-Vieux. D'accord. Après, en termes de sport, on a quand même des infrastructures sportives. On a un stade, on a des terrains de tennis, on a tout en fait pour faire du sport directement ici. Bon après si on veut vraiment se pousser dans le sport et entrer dans des clubs un peu plus gros, etc. Et là il faut aller à Alès, c'est la grosse ville donc c'est là où il y a plus de moyens. Là c'est plus du loisir qui est ici à Saint-Privat et donc voilà si on veut vraiment se pousser, aller à fond là-dedans, ben on va sur Alès. Après de toute façon après la ville la plus proche, c'est la plus grosse, c'est Nîmes. C'est à 30-40 minutes de voiture. Donc là c'est vraiment quand on commence en fait c'est soit Saint-Privat-des-Vieux soit Alès. Donc après voilà, c'est école primaire, école maternelle, ensuite collège à Alès. On a quand même beaucoup de choix en fait. Moi j'étais au collège Alphonse Daudet, au collège public. Après je crois qu'il y a 3 ou 4 collèges à Alès, donc oui il y a quand même pas mal de possibilités, de choix. Et mais il y a au lycée, il y a un des plus grands lycées de France aussi, c'est le lycée Jean-Baptiste Dumas. D'accord, qui est à Alès, ouais. Ok. C'est donc en vrai en termes d'études, on a quand même jusqu'au lycée, on a quand même pas mal de solutions. Il y a aussi l'école des mines qui est ici à Alès, ils ont des campus pour tout ce qui est ingénieur. Donc là pour cette voie-là, c'est plutôt facile. Après ici, ça va être vraiment après le lycée, en fait, il y a pas énormément de travail. Alès, c'est une ville qui était anciennement minière. Donc il y a un gros passé de miniers et de pauvreté aussi. Donc on n'a pas vraiment de grosses entreprises, de bureaux, de choses comme ça. Donc si on veut continuer les études supérieures, là il faut partir soit à Nîmes, qui est le plus proche. Sinon à Montpellier, moi c'est le schéma que j'ai suivi. Je suis allé à Montpellier faire une prépa, donc faire les études un peu plus supérieures et continuer là-dedans. Montpellier c'est une grosse ville étudiante et c'est la plus proche de chez nous. Donc après c'est dans la région, il y a la région Occitanie, c'est Montpellier, ou sinon il y a Toulouse aussi, on peut aller à Toulouse. Mais Toulouse c'est un peu plus loin et quand on habite ici, on aime être à côté de chez soi, donc c'est Montpellier ou Nîmes quoi. C'est ça, on n'a pas forcément envie de partir, mais ouais, ça on y reviendra après. Donc toi tu as grandi à Saint-Privat-des-Vieux. Est-ce que toute ta famille est originaire d'ici ou pas du tout? Alors non, mon père il est originaire de la Grand-Combe. D'accord. Des Salles du Gardon, qui est juste un petit village à côté de la Grand-Combe. Okay. Sa famille du coup est ici. Mon grand-père en fait est algérien. Il est venu s'installer ici dans la période de la guerre, donc dans les années 60. Et donc voilà, mon père a grandi ici, donc c'est un pur Cévenol. Pur produit Cévenol. C'est ça. C'est comme on dit, c'est un gaveau de la montagne. Très bien. Expression à noter, on apprend le patois avec En Campagne. Et non, après du côté de ma mère, moi elle est née en Algérie. D'accord. Et elle est venue ici quand elle avait 16-17 ans. Donc mes parents se sont rencontrés ici je sais pas, j'ai pas tous les détails parce que mais ils se sont rencontrés ici dans la région quoi. Après ma mère quand elle est arrivée ici, ça a été compliqué parce qu'elle a quitté Alger, une ville hyper active et avec une ville quoi, et elle est arrivée à la campagne et elle au début c'était compliqué pour elle et avec les petites routes de campagne, petites routes de petites montagnes sinueuses, elle aimait pas ça avant et maintenant elle a appris à aimer et il y a que maintenant qu'elle commence à dire ok, c'est en fait la qualité de vie elle est là quand même. Carrément, la qualité de vie et puis les produits, la cuisine, tout ce qu'on aime quoi. Ah oui ça. Parce que toi t'es quand même l'air assez épicurien, t'aimes bien ça, recevoir, préparer à manger, les bons produits. C'est ce qui t'a amené sûrement, et ça on y reviendra aussi après, à créer ton entreprise aujourd'hui, puisque ça tu ne l'as pas dit quand tu t'es présenté, mais tu es entrepreneur et tu as créé ton shop en ligne où tu mets à l'honneur tous les producteurs de ta région, des Cévennes. C'est ça, oui. Donc ça, on y reviendra après parce que c'est important. Mais justement, pour mettre les producteurs des Cévennes en avant, il faut connaître les Cévennes. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui écoutent aujourd'hui ce podcast, est-ce que tu peux nous parler en fait de ta région et déjà peut-être nous la présenter de manière géographique et nous en parler comme tu as envie de la présenter? Les Cévennes,
Pour moi, c'est les montagnes. C'est pas vraiment des montagnes parce que le point culminant, il est à 1600. Bon, c'est pas énorme pour des montagnes. Si on prend les définitions Wikipédia, et c'est un territoire de petites montagnes, de Très petites et moyennes montagnes. En gros, c'est le sud du Massif central. Donc, on est sur la région Occitanie. Et donc en fait les Cévennes, il y a quatre départements dans les Cévennes. Il y a la plus grosse partie, c'est en Lozère. Ensuite il y a le Gard, donc là où et Alès et Saint-Privat-des-Vieux, on est dans le Gard. Et après il y a des petites parties ardéchoises et hérotaises. Du coup Hérault, Montpellier. D'accord. Et la campagne ici, donc on parle de petites et moyennes montagnes, des montagnettes, comme tu nous as précisé tout à l'heure. Elle ressemble à quoi? Enfin, juste pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, en fait. C'est ce qui est beau avec les Cévennes, c'est qu'il y a vraiment de tout, en fait, de tous les paysages. Ça dépend de la période de l'année, ça dépend de l'endroit où on est. Parce que vu que c'est assez vallonné, s'il y a certaines vallées qui sont plus ou moins exposées au soleil, du coup, en fait, ça donne des contrastes hyper forts et ça se retrouve aussi dans les produits. D'où mon projet. Les Cévennes, elles ont été façonnées par l'homme, par le travail de l'homme. Et en fait, c'est sans la présence de l'homme dans les Cévennes, on n'aurait pas aujourd'hui ce paysage et ce patrimoine qu'on a aujourd'hui. Et donc les Cévennes, il y a beaucoup de châtaigniers, donc châtaigniers qui a été importé de Chine, mais qui vit très bien ici dans les Cévennes. Avant, on avait beaucoup de mûriers. Il y a eu le ver à soie ici, donc pour nourrir les vers à soie, il y avait le mûrier platane. On a eu après maintenant en fait il y a eu les forêts, c'est du chêne, du châtaignier, et maintenant il y a beaucoup de pin parce qu'en fait le pin a été importé pour de la culture de pin. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais pour faire du bois en fait parce que le chêne c'est un arbre qui pousse un peu de n'importe comment, alors que le pin c'est quelque chose qui pousse droit. On peut faire des lattes facilement, on peut faire des planches facilement, et il y a beaucoup de châtaigniers qui ont été rasés. Dans l'histoire des Cévennes en fait, le châtaignier ça a été c'est le surnom qu'il a dans les Cévennes, c'est l'arbre à pain parce qu'en fait il a nourri les Cévennes pendant très longtemps. Les Cévennes ont été beaucoup touchés par. Il y a eu la guerre, il y a eu la guerre, il y a eu du coup la guerre religieuse qui était beaucoup présente, et donc il y a eu les Camisards qui étaient dans les Cévennes, et vu que c'est une région qui est assez reclus, ils se nourrissaient de la châtaigne en fait. La châtaigne ça se mangeait à toutes les sauces. Ouais, il y a la farine de châtaigne pour le pain, on pouvait faire comme de l'éblis un peu avec des châtaignes pour manger. Donc en vrai la châtaigne ça a nourri pas mal de familles dans les Cévennes, et en fait il y a eu une maladie dans le châtaignier qui a fait que il y a certaines châtaigneraies qui ont été rasées, où en fait il y a eu un déclin des châtaigneraies, où ça a été délaissé parce que c'était trop compliqué à gérer. Et donc en fait c'est pour ça que derrière le pain en fait est arrivé pour le revendre derrière en matériaux pour construire des ponts, construire dans les villes, dans la construction quoi. D'accord. Je capte un peu mieux du coup l'histoire d'ici, et il y a beaucoup enfin toutes les bâtisses sont en pierre, ça paraît très très calcaire, très rocheux en fait ici. Oui, le sol, il y a beaucoup de schiste et de calcaire. En fait, nous, on appelle ça le lose. C'est la pierre, en fait, la pierre calcaire. Dans la Lozère, dans le parc national, en fait, c'est hyper réglementé quand on veut prendre une maison dans le cœur du parc. Il faut pas dénoter avec l'architecture cévenole. Et en fait, on peut pas construire tout et n'importe quoi. Il faut que ça soit en pierre, il faut que le toit soit aussi en pierre, donc en lose. Donc c'est les petites tuiles de pierre fine, de pierre calcaire. Après, en termes d'ouverture aussi, on peut pas avoir des grandes fenêtres, des grandes baies vitrées dans le cœur du parc en fait. Pour préserver les Cévennes et préserver l'environnement, ils veulent pas que tout et n'importe quoi soit construit, parce qu'il y a beaucoup d'écosystèmes, il y a beaucoup d'animaux, de plantes qui sont là, et il faut pas non plus que ça devienne un peu n'importe quoi, et que ça dénote avec ce qui est fait, ce qu'on fait dans les Cévennes. On est quand même un peu fiers des Cévennes, et on veut j'allais dire, on a forcément à un moment donné ce fort attachement en fait à son patrimoine géographique, enfin je sais même, ou géologique, enfin je sais même pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas l'environnement avec lequel on vit finalement. Vous en êtes très très respectueux.
Oui, c'est ça, et même quand on se balade dans les Cévennes, c'est ça qui fait aussi son charme. Et Bien sûr. quand on veut construire quelque chose, on démolit l'ancien pour construire du nouveau, et dans des nouveaux matériaux qui coûtent moins cher. Alors que maintenant, les savoir-faire se perdent. Travailler la pierre, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est onéreux. C'est vrai, c'est ça, c'est même pour les toits en pierre, il y a plus beaucoup de personnes qui font ça. Donc ça devient de plus en plus cher de garder ce patrimoine. Mais sans ça, en fait, si le parc n'avait pas cette politique-là, je pense qu'il y aurait tous ces savoir-faire seraient déjà perdus, et personne ne voudrait se remettre là-dedans parce que ça serait trop cher par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Je comprends. Cette parenthèse géographique, économique, géologique, théorique faite, on va revenir à ton parcours. Donc, on s'est arrêté au collège que tu as fait à Alès. Donc, après le collège, lycée classique à Alès. Et après ça? Et après le lycée, ça a été les choix à faire. Justement, alors, c'est rigolo parce que tu dis ça et c'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que au moment de partir du lycée, est-ce que pour toi, en fait, c'est vraiment le moment où tu te sens partir de chez toi? Ou t'essaies de garder quand même encore un pied pas trop loin de chez toi? Quand je pars du lycée, c'est ce que je disais, c'est le choix. C'est déjà qu'est-ce que je veux faire. Ouais. Parce que c'est compliqué quand on est au lycée aussi jeune de faire des choix de vie. En fait, quand on se dit c'est ce choix-là qu'on va faire, et j'avais pas vraiment de profession en tête, donc on peut pas se spécialiser là-dedans dans quelque chose. On sait pas si ça va vraiment devenir notre métier. Donc en soi, c'est pour ça moi j'ai eu une éducation scolaire. C'était vraiment quelque chose où j'ai voulu tout apprendre. Donc j'ai fait un truc un peu général. J'ai fait ES, comme ça je peux tout faire en ES. Très ouvert. C'est ça. Comme ça je pouvais avoir tous les corps de métier. Bon, après dans mon parcours ça a été un peu pas chaotique, mais c'était je travaillais le minimum parce que j'avais des facilités, et j'avais pas besoin de beaucoup travailler pour me maintenir à flot, avoir la moyenne et passer. Donc ça allait, j'ai jamais redoublé. Et donc déjà en seconde, je voulais aller en première S, donc je voulais prendre la spécialité scientifique. On m'a dit non, c'est pas possible. On m'a dit non merci. On m'a envoyé en L, chose que je ne voulais pas faire. Donc j'ai fait appel et je suis allé en ES. Donc ça a été vraiment, j'ai failli tout faire. Donc voilà, je me suis retrouvé en ES. Mais après j'ai eu des très bons profs, et c'est vraiment à partir de la première terminale où je me suis mis à travailler vraiment un peu plus sérieusement. Où quand je rentrais, je relisais les cours, chose que je faisais pas vraiment. J'aime bien. Je me suis mis à travailler sérieusement, je relisais les cours quand je rentrais, mais c'est déjà un bon début. C'est déjà pas mal. On commence. Mais c'est vraiment pas mal. Hein. Ça rentre derrière quand tu relis les cours. Oui. Mon prof principal m'a aidé aussi à avoir une bourse d'études pour après le lycée. D'accord. Donc en soi, il m'a dit si tu fais des études supérieures et que tu continues là-dedans, tu peux avoir droit à cette bourse et une aide financière. Mais ça m'a aussi motivé à travailler, ça m'a aussi motivé à me mettre là-dedans. Donc voilà, après pour avoir cette bourse, c'était une bourse de la région, donc il fallait que je travaille, que je continue mes études dans la région. D'accord. Donc d'où mon choix. Bon compromis. Ouais, c'est ça, mais au moins je suis pas allé très loin. Après, j'avais quand même des envies de partir, de partir au moins de la maison, parce que depuis le primaire, j'étais ici avec mes parents à Saint-Privat. Je viens d'une famille, on est 4 enfants, donc voilà, une grosse fratrie. Donc voilà, j'avais aussi besoin de m'émanciper un peu. Moi, j'ai fait le choix de partir à Montpellier. D'accord. Je suis allé en prépa éco. J'ai fait ce choix-là parce que mon frère a fait ça et que je me suis dit pourquoi pas. Influencé par les aînés. Toujours. Je dis pourquoi pas, on va tester. Très bien. Et donc j'ai fait ma prépa à Montpellier 2 ans. C'était la ville. J'ai fait du coup les 400 coups un peu à Montpellier parce que c'est ça. Je suis jamais sorti à Alès ici parce que c'était le lycée. Je rentrais chez moi. J'étais à Saint-Privat-des-Vieux dans la ville à côté. J'avais pas vraiment la voiture. J'ai eu la voiture au bac, donc quand je partais à Montpellier. Ouais. Donc voilà, j'étais ici et moi je me plaisais très bien. J'avais pas besoin de ça, et donc j'ai vraiment connu tout ce qui était bar, boîte de nuit, etc. à Montpellier. Et c'est ça, en plus Montpellier c'est la plage, Montpellier c'est la ville étudiante, il y a du mouvement de partout. Quand on vient d'ici, ça change quoi, et on en profite. Donc ça c'est génial. Après
En vrai, j'en garde des super bons souvenirs, Montpellier. J'aime bien cette ville. On a gardé des très bons souvenirs. Et On sent à ton ouais. sourire les bons souvenirs que t'as l'air de te remémorer. Ouais, j'ai fait les 400 coups à Montpellier. En plus, ouais, c'était la première fois que j'habitais tout seul dans un appartement. Ouais, ça aussi. Du coup, c'est là où tu te débrouilles par toi-même. Après, dans tous les cas, j'ai toujours fait la cuisine à la maison avec ma mère. Ça va, en vrai, j'étais quand même émancipé un peu. Mes parents nous aidaient surtout en termes d'administratif, etc. Parce que ça, quand on est jeune, on connaît pas trop comment ça fonctionne. Et les parents ne veulent pas aussi qu'on se fasse avoir, donc ils aiment bien gérer ça. Exactement. Voilà. Et donc voilà, après faire les courses, ça allait. Bon, j'ai beaucoup profité aussi d'être dans une ville pour manger dehors et manger des bons petits kebabs comme ça, quoi. Je l'avoue, je confesse. Mais mais sinon, non, j'ai quand même pas mal cuisiné et ouais, de toute façon, la cuisine, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. Donc après, pour revenir sur le parcours, ouais, ça a été Montpellier. Donc, moi, je suis parti, mais je suis pas parti loin. Ouais. J'étais à 1 heure de chez moi. Et Oui. même là, en fait, il y a le côté aussi émancipation et ne pas être avec tout le temps avec les parents, ça m'a plu. Donc, je rentrais que pour les vacances. Même si j'étais à 1 heure de voiture, je rentrais pas chaque week-end ou je rentrais pas les week-ends. Je restais vraiment, moi, avec mes amis là-bas à Montpellier. Ouais, bien sûr. Et je rentrais que vraiment quand j'avais une semaine longue ou quelque chose comme ça de vacances. Vu que j'étais assez émancipé, j'avais pas besoin de mes parents pour les courses, pour la lessive, etc. Je sais que ça se faisait souvent, aller rentrer le week-end pour faire la lessive, faire le plein de courses. Mais après, voilà, j'ai eu la chance aussi d'avoir cette bourse-là qui m'a aidé à pouvoir m'émanciper aussi financièrement parce que j'avais plus trop besoin de mes parents pour pouvoir vivre et donc ça allait. J'avais Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, c'est vrai que pour suivre des études supérieures, ça a un coût pour des familles et pour les étudiants. Quand on est étudiant, oui, on a souvent des petits budgets et c'est vrai qu'une bourse, j'imagine que c'est bienvenu quand tu veux ça, t'émanciper. Ouais. Mais déjà, juste pour se nourrir, quoi, pour les courses, quand on va faire la lessive, il faut aller à la laverie. Et après, déjà, se nourrir chaque mois, ça coûte un peu de sous, quoi. Et après, le loyer. Donc oui, c'est sûr que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien et ça permet de s'émanciper comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu toute cette enfance-là, vraiment, avec mes parents et jusqu'au lycée où, voilà, j'étais dans le cocon familial et en fait, l'émancipation, elle s'est faite d'un coup, que je suis parti directement et j'ai vécu dans mon appartement. Et après ça, tu n'es plus arrêté, c'est ça. tu es parti en madrouille. C'est ça. Mais après Montpellier, j'avais toujours le schéma de tous les sudistes et de tous les personnes qui vivent ici dans la région. C'est on peut pas partir loin. Le sud, pour nous, on a tous notre définition du sud et notre frontière du sud. Exactement. Sud-nord. Et là, nous, c'est Lyon, c'est le nord. Du coup, je voulais rester dans le sud. Dans ce sud-là. C'est ça. Et après, du coup, pour la prépa, après, on fait mais j'ai fait un peu le tour de la France pour faire les oraux, pour donc là, tu te prédestines, en fait, en école de commerce. Voilà. Ouais. En fait, la prépa, voilà, c'était ça. C'est quand tu rentres en prépa éco, et en prépa, en général, c'est pour faire une école derrière, une école supérieure. Soit, t'as les écoles d'ingénieurs, ou t'as les écoles de commerce. Voilà. Donc moi, je voulais faire une école de commerce, donc le passé éco, ES, fait que voilà, c'est large. École de commerce, c'est large, on peut faire tous les métiers qu'on veut dans le commerce. Et mon frère aussi a fait une école de commerce. Ah voilà. Donc je suis resté dans la lignée. Qu'il a apprécié, donc tu t'es dit pourquoi pas. C'est ça. Après, pourquoi aussi école de commerce? C'est quand j'étais en prépa, il y avait ceux de l'année supérieure qui étaient après rentrés en école de commerce, qui sont revenus avec des sourires énormes. Ils nous ont vendu l'école de commerce comme c'était génial. Il y avait plein d'assauts, on faisait plein de projets, plein de trucs, c'est trop bien. Donc en vrai, j'ai toujours ce souvenir-là de quand ils sont revenus nous présenter ce qu'ils faisaient. Ils avaient un sourire, une banane énorme. Parce qu'en prépa, c'est pas trop la joie. C'est pas forcément la vraie banane, quoi. c'est beaucoup de boulot et d'investissement personnel. Donc ouais, c'est vrai que quand tu sors de 2 ans de prépa, ça fait du bien aussi de pouvoir un peu se libérer et faire autre chose, quoi. Mais donc ouais, c'est pour ça que j'ai choisi ce côté-là. En plus, ça nous prépare au concours. C'est pour ça que ça s'appelle une classe préparatoire. Ça nous prépare au concours. Et en fait, les concours, c'est des banques d'épreuves. Donc en fait, un concours, ça nous permet d'accéder à plusieurs écoles. Ouais. Et donc
J'ai fait mes écrits à Montpellier et j'ai pu avoir plusieurs villes qui étaient un peu partout en France. Et vu que moi j'étais boursier, les concours c'est gratuit, donc je me suis dit autant tout faire. Carrément. Là où je suis pris, j'y vais, j'ai rien à perdre. Donc là, la Et, frontière de Lyon là, elle est explosée. Hein. explosée. C'est ça. Bon. Après, je suis de nature curieuse. Je suis ouvert et je ne ferme pas de porte. Je me dis, dans tous les cas, rien n'est perdu, autant le faire. Et après, je ferai mon choix en connaissance de cause. Donc voilà, j'ai fait un peu partout. Bon, j'ai quand même choisi au début ce qui était autour de chez moi, le plus proche. Je suis allé passer mon premier oral à Montpellier. Normal. Après, je suis allé à Pau. Je suis quand même allé faire mes oraux à Rennes. Je suis allé à Reims aussi. Et en soi, ouais, j'ai fait à Bordeaux. Mais voilà, j'ai fait quand même un gros tour de France pour passer mes oraux. Et pour te retrouver. Pour me retrouver à Rouen. Mais après, le choix a été fait plus par rapport au classement et au prestige de l'école, en fait. Parce que vu que j'avais le choix entre plusieurs écoles, je me suis dit, la barrière géographique, je m'en fous, c'est pas très grave, c'est mon avenir qui compte. Autant faire la meilleure école pour ensuite avoir le plus de choix et pouvoir potentiellement revenir ici avec quelque chose à faire, quoi. Bien sûr. Parce que là, c'est quand même dans ton optique. Faire tes études, profiter, mais quand même revenir dans ton sud, chéri. J'avais jamais encore quitté le sud, donc je savais pas encore, mais dans tous les cas, je savais que c'était temporaire et que faire des études là-bas, ça voulait pas dire habiter là-bas, c'est que des études. Donc c'est temporaire, c'est un temps donné. Donc en soi, dans tous les cas, je savais pas encore ce que je voulais faire vraiment. Donc je me suis dit, je vais faire mes études et je verrai. Et voilà, après, dans tous les cas, Rouen, ça change déjà. C'est ce que j'allais te demander. Donc là, Rouen, tu passes combien de temps à Rouen, en école? Rouen, et l'école, c'est 4 ans. J'ai 3 ans d'école pure et dure, un an projet. Où on fait un stage en entreprise et un projet qu'on peut développer ou alors un autre stage. Donc en fait, ça se fait en 3 ans et c'est 2 ans et demi véritablement sur place et un semestre à l'étranger. Donc voilà, j'avais ça aussi qui m'a fait me dire que l'école de commerce c'est quelque chose que je voulais parce que voilà, ça me permettait aussi de partir autre part et dans le cadre de l'école. Donc les 2 ans et demi à Rouen, c'est 2 ans et demi d'école. Donc là, tu découvres en fait l'univers d'école de commerce et tu comprends pourquoi les anciens qui sont venus vous la présenter avaient tant la banane. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de fêtes, etc. Mais il y a aussi beaucoup, et c'est ce que je retiens de l'école en fait, c'est pas vraiment les cours, mais les relations qu'on a autour. En école de commerce, en fait, c'est vraiment, il y a plein d'associations. Et en fait, on est vite professionnalisé parce que on gère des projets et on est comme une entreprise. En fait, on est une association et du coup, ça fonctionne comme une entreprise. On a un président, un secrétaire, on a un bureau. Après, on a chacun ses tâches. Et il faut travailler en équipe, il faut monter des projets, donc aller démarcher des entreprises, par exemple la mairie, des choses comme ça, voilà, pour monter des projets. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, ça nous apprend vraiment à comment fonctionne une entreprise en fait, et à savoir présenter proprement un projet, paraître professionnel en fait. Et c'est surtout ça qui a été bénéfique dans l'école en fait. Ce que je retiens, c'est vraiment ça, mais s'adapter à la personne à qui on a en face et voilà, arriver à se vendre un peu et à vendre le projet et voilà, à monter quelque chose de zéro et c'est ça et de propre quoi, qui fasse qu'on a envie de le faire quoi, et qu'on a envie d'investir là-dedans ou qu'on a envie de s'investir soi-même là-dedans quoi. Donc l'école finalement, toi tu l'as vu comme l'émancipation de l'étudiant vers le futur professionnel. Oui, j'avais un projet quand j'étais à l'école, c'était l'événementiel parce que c'est un secteur qui est dynamique comme moi et je suis hyper actif et ça c'est génial. C'est quelque chose aussi, on a les projets, les idées, ensuite il faut les mettre en place. Donc on a la naissance, le petit germe, la petite graine qu'on fait germer et derrière on doit s'en occuper pour le faire grandir et c'est qu'à la fin en fait qu'on a le résultat. Bien sûr. Mais on va s'imaginer quand on va planter la graine que on va avoir ça derrière, mais pour avoir ça derrière au final on va passer par plein de les intempéries, il y a plein de choses qui se passent qui peuvent mettre à mal le projet et au final il faut quand même arriver à surmonter tous ces intempéries, des aléas et derrière arriver au but qu'on voulait, même si c'est pas exactement ce à quoi on pensait, mais c'est le meilleur qu'on ait pu faire par rapport à ce qu'on a surmonté, ce qu'on a vécu tout au long de la création du projet. Donc c'est ça qui est intéressant en événementiel et c'est ça qui m'a plu et c'est jamais la même chose. Il y a toujours quelque chose auquel on doit faire face.
même le jour J, on a beau tout avoir prévu parfaitement sur son petit carnet, à telle heure il faut faire ça, ça se passera comme ça. Et derrière, en fait, le jour J, tout peut ne pas se passer comme prévu et il faut quand même savoir réagir Rebondir, mais et, c'est sûr. et pour que tout se passe bien. Et on est en relation avec plein de personnes, donc on apprend toujours en fait. À chaque événement, on apprend et c'est ça qui est intéressant pour moi et qui me motive. Parfait. D'ailleurs, en tant que botaniste en herbe, c'est beau le parallèle que tu fais avec la gestion de projet et les boutures qu'on a pu voir que tu fais aussi. Et franchement, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup, donc je comprends ce que tu veux dire. Il y a ces 2 ans et demi à l'école. On commence sur la partie projet parce que on en parle depuis le début et je pense que tout le monde a envie de savoir ce que c'est, ce beau projet qui s'appelle Sebena Shop. C'est Bénin, exactement, oui. Sebena, c'est une épicerie Sevenol en ligne que j'ai créée en octobre dernier, donc ça fait 6 mois. C'est un projet qui est venu de lui-même, j'ai envie de Super. dire, parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai jamais eu une idée vraiment arrêtée de ce que je voulais faire. Je savais pendant mes études que dans tous les cas, il y a un moment où je montrais mon projet à moi et je savais pas encore dans quoi. Dans ma tête, justement parce que je suis parti au Mexique en semestre à l'étranger, 6 mois, j'avais ce côté-là de monter un hôtel, un hostel à la plage, voilà, histoire d'avoir la vie un peu peinard, tranquille et quand même travailler, mais travailler avec une qualité de vie. Ce côté hôtel, en fait, c'est le côté accueil, c'est le Voilà. côté à la maison, ça a toujours été comme ça, en fait. On sait recevoir quand vous venez à la maison. Et ça, je tiens ça de ma mère et du côté aussi, je pense, algérien de ma mère. C'est quand il y a quelqu'un à la maison, même si on n'a rien, on met les petits plats dans les grands et c'est ça qui est beau. Et c'est de là où, moi, de toute mon enfance, j'ai eu une relation avec la cuisine, avec la nourriture. Mais ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours passionné. Et je la voyais faire, donc je l'aidais dans la cuisine. Pour été le commis de ma mère à la cuisine, j'étais là, moi je faisais toutes les petites tâches que je pouvais faire parce que mais quand on est petit le feu c'est un peu dangereux, donc voilà, on épluche les légumes, on coupe quand on a après quand on a l'âge, on manie le couteau pour couper. Je l'aidais beaucoup à faire les gâteaux aussi. Un souvenir que j'aurai toujours, je pense, c'est quand j'étais en primaire, on est parti en classe découverte à la montagne. Et j'ai appris là-bas à faire du pain. Quand je suis revenu, pendant une semaine, je faisais du pain à la maison. J'ai- Mes parents, ils en avaient un peu marre, mais je faisais du pain tout le temps. J'étais hyper content d'avoir appris ça. Donc ouais, et voilà, c'est pour ça que j'ai toujours ce rapport-là à la cuisine. J'ai toujours vu ma mère cuisiner, donc quand elle reçoit quelqu'un, elle cuisine du matin jusqu'au soir pour bien recevoir les gens. Et voilà, le côté accueil, je veux le retrouver. Et dans tous Oui. les cas, même si c'est pas maintenant, je sais qu'à un moment je le retrouverai, et je retomberai sur mes pattes. Et là, avec l'épicerie, j'ai eu le projet, en fait, l'idée de projet quand j'ai fini mes études en 2019. Ouais. Je suis reparti en voyage avant, en ayant fini mes études pour profiter un peu parce Ouais. qu'après c'était rentrer dans la vie active et Bien on sûr. sait qu'on travaille tout le temps et qu'on n'a pas non plus trop de temps pour nous. Donc j'ai fait 2 mois de vacances. Je suis reparti au Mexique parce que j'ai adoré. Ouais, gros coup de cœur Ouais, gros avec coup le de cœur, Mexique. ouais. Et en revenant ici, je suis arrivé en mars, confinement. Donc voilà, j'avais toujours dans mon optique de partir en événementiel, sauf que confinement, les Ça événements, remet tes c'était plans, bien fini. sûr. Donc je me suis dit, je vais attendre, chercher pour septembre, parce que voilà, si ça reprend, je me laisse du temps. Derrière, j'ai attendu, septembre, ça n'avait toujours pas repris. Donc, en fait, j'ai fait un an où j'ai vraiment pu rien faire. Et sans culpabiliser parce qu'il y avait rien. Mais Il y bien avait rien sûr. à faire. Donc, j'ai pas rien fait non plus. J'ai repris le jardin à la maison, j'ai des ruches à la maison, j'ai construit un poulailler. Donc voilà, j'ai quand même mis en place, j'ai repris un peu le possession du jardin. Ça, Finalement, j'adore. est-ce que ce temps-là, il ne peut pas être vu comme la graine qui prend le temps de germer petit à petit? Si, j'ai toujours aimé la terre et j'ai toujours eu un peu la main verte, donc j'ai eu cette idée-là de pourquoi pas reprendre une exploitation, moi-même être producteur, être agriculteur. Mhm. Mais après, en termes d'investissement, c'est cher de reprendre une Bien sûr. exploitation. Surtout quand, en fait, quand on a le schéma que j'ai eu, c'est surtout quand on reprend pas quelque chose qui est existant, par exemple de la famille,
ça coûte cher et c'est beaucoup d'investissement. Sauf que moi, je sortais d'une école, donc une famille modeste, j'ai fait un prêt pour payer mes études. Donc derrière, j'avais pas envie de me réendetter pour quelque chose. Dans cette optique-là aussi, je me suis dit, dans les Cévennes, il y a déjà des producteurs, il y a déjà des personnes qui sont installées depuis longtemps, qui font des belles choses. Donc autant les mettre en valeur eux, surtout en période de confinement, en période incertaine où on sait pas trop de quoi demain est fait. Et l'accès au marché, l'accès aux clients pour les producteurs, il était un peu mis à mal. Donc je me suis dit pourquoi pas être le lien entre ces personnes-là qui veulent travailler la qualité, qui veulent rester dans leur région reculée, qui sont là à l'année, qui font vivre les Cévennes et qui permettent aux Cévennes de rester comme elles sont et les mettre en relation avec les clients qui sont un peu plus loin. Et, voilà, histoire de les aider et moi de mettre en avant une région qui me plaît et qui est belle et que j'ai envie de mettre en avant parce que pour moi, quand on parle des Cévennes, on connaît de nom, mais on sait pas vraiment forcément le situer, on sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a dans les Cévennes, les produits locaux, le terroir, on sait pas exactement ce qu'il y a et donc voilà, je voulais le mettre en avant aussi à ma manière, quoi. Donc ça, tu l'as fait en créant donc ton épicerie fine en ligne. Aujourd'hui, justement, les produits que toi tu mets en avant sur ton shop, ce sont lesquels? Alors dans les Cévennes, on a cinq productions qui sont 5 productions locales. Ouais, et donc phare, on a, oui, c'est phare, ouais, c'est ça qui représente vraiment les Cévennes. C'est il y a la châtaigne, donc avec les châtaigniers dont on parlait tout à l'heure. Il y a le miel. Il y a l'abeille, une abeille qui est endémique dans les Cévennes, l'abeille noire. On a aussi les oignons, l'oignon doux des Cévennes, qui est quand même très connu en France et hyper bon. Il y a l'olive aussi, mais ça, l'olive, c'est pas la partie montagneuse des Cévennes, mais c'est tout le piémont des Cévennes où il y a les oliviers. Et le dernier, c'est la pomme, la rainette du Vigan. Donc c'est une variété qui pousse localement et dont on fait des très bons jus de pommes. Donc voilà, je me suis dit, il y a ces 5 productions-là qui sont hyper locales et hyper représentatives du terroir. Et donc voilà, on va chercher dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait, dans les Cévennes. Donc il y a tous les produits classiques, le jus de pomme, le confit d'oignon, il y a le miel, dans tous les cas, c'est du miel. Il y a l'huile d'olive. La confiture de châtaigne, crête de marron, c'est la même chose. Et donc voilà, après j'ai pris tous les produits un peu classiques pour voilà vraiment représenter les Cévennes. Et d'ailleurs je me suis dit qu'est-ce qu'on fait aussi de plus avec ça, qu'est-ce qui peut être original, un peu des recettes phares ou des choses comme ça. Donc voilà, après c'est vraiment me faire plaisir. Et en fait le but de l'épicerie, c'est pas juste acheter et vendre des produits parce que ça c'est pas ce qui m'intéresse, mais c'est vraiment mettre en valeur des projets, mettre en valeur des personnes. Et donc c'est comme ça que j'ai fait pour choisir les producteurs et choisir les produits. Donc j'ai pris un mois pour aller voir tous les producteurs. J'ai appelé une centaine de producteurs au téléphone en leur parlant de projet, pour leur demander savoir est-ce que ça leur plaisait ou pas le projet. Ensuite, sur les 100 personnes, il y a une cinquantaine qui m'ont répondu positivement. Et en fait, voilà, le but aussi, c'était comme je veux mettre en avant des projets, c'est voir travailler avec des personnes. Dans tous les cas, je peux pas travailler avec une personne si je l'ai pas rencontré. Je suis pas allé chez lui voir comment il travaillait. Parce qu'au téléphone, on peut dire des choses, mais voilà. Déjà, s'ils nous acceptent chez eux, c'est quoi, ils ont rien à cacher, que il y a quand même, ils travaillent d'une manière dont ils sont fiers et avec des produits dont ils sont fiers de faire et de représenter. Et puis d'avoir ce rapport-là, toi, avec tes producteurs, ça te permet aussi derrière de savoir clairement ce que tu vends à ton consommateur final. Oui. Enfin, et à ton client, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, pendant ce mois-là, j'ai récupéré plein de produits d'échantillons. J'ai bien goûté, j'ai bien mangé. Ça, c'était génial. J'en ai fait profiter mes parents. Ça, c'est cool aussi. Et voilà, après, le choix a été fait sur les projets. Donc ce que je veux faire, c'est mettre en avant des personnes qui sont passionnées. Oui. Donc là, dans tous les cas, je vais aller voir des personnes qui sont passionnées, ça c'est sûr. Et des personnes qui sont engagées dans le territoire, soit dans la préservation des savoir-faire, soit dans la préservation de l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi aujourd'hui, en tant que personne, toi, ce que tu portes comme idée, comme valeur et comme envie. Oui, et c'est pour ça que j'ai fait ce projet-là aussi. C'est parce que, en fait, le projet, l'essence même du projet, il est né parce que quand je suis rentré, ça faisait 7 ans que j'étais pas ici dans les Cévennes. Bien sûr. Et je me suis senti un peu comme un touriste dans ma région. Mais c'est en voyageant, je me suis rendu compte que
quand on est touriste, on s'attarde plus sur la gastronomie, sur les différentes, les paysages, les villes, etc. On cherche beaucoup plus, on est beaucoup plus demandeur de connaître les histoires des lieux, de tout savoir en fait. Alors que quand on habite quelque part, on a un peu ce côté-là plus pratique où on va à l'essentiel, on veut pas perdre de temps, on veut aller au travail, faire ses courses. Donc voilà, on a ce côté-là plus terre à terre où on va moins être touriste dans notre propre région. Et donc voilà, moi je me sentais comme ça. J'avais honte d'aller sur internet chercher randonner dans les Cévennes, quel lieu avoir dans les Cévennes, alors que je suis né ici et ça me faisait un petit passement au cœur. Donc je me suis dit c'est pas comme ça, il faut que je réapprenne tout. Et je pense qu'en tant que bon français qu'on est, quand on est à l'étranger, on passe toujours par le stand de gastronomie locale pour connaître et découvrir un pays, une ville, une culture. Aussi, c'est ça. Ouais, c'est là où vraiment on rencontre les gens, c'est là où vraiment on se laisse aller en fait, et c'est là où on a les meilleurs échanges en fait avec les locaux, avec c'est ça rassemble pas mal la nourriture. Donc ça, tu l'as beaucoup expérimenté au Mexique. Ouais, c'est ça. Au Mexique, la gastronomie, elle est hyper variée, elle est dingue, elle est super bonne. Et ça, j'en garde des super bons souvenirs. Et même, vu que j'ai ce côté cuisine, j'ai repris aussi pas mal de recettes et que je refais à la maison ici. Et j'ai transposé ce schéma-là au Cévennes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme culture locale au niveau culinaire. En soi, la région elle est très riche parce qu'on a quand même pas mal de productions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les 5 productions vraiment cévenoles. Et du coup, dans cette démarche-là, j'ai pris des producteurs qui sont aussi transformateurs. Donc, en fait, ils produisent la matière première, quasiment la totalité de la matière première, parce qu'il y a certains produits comme le sucre, le sel, etc., qui viennent d'ailleurs, mais qui sont pas produits ici. Et après, ils le transforment, en fait. Et du coup, en fait, ils ont vraiment le contrôle de la qualité de toutes les étapes. Par exemple, pour les châtaignes, c'est eux qui vont s'occuper des châtaigniers, qui vont récolter les châtaigniers, les trier à la main, et derrière, en faire la recette qu'ils veulent pour faire la confiture de châtaignes qui leur ressemble, ou qu'ils ont appris de leurs parents, qu'ils ont appris de génération en génération. Donc voilà, il y a cette idée aussi de transmission des traditions, des savoir-faire, etc. Je travaille avec 27 producteurs, et dans les producteurs, il y en a beaucoup qui sont, c'est la Xème génération qui travaille sur l'exploitation et dans la ferme. Donc c'est un patrimoine qui se transmet. Et en fait, ce que je me suis rendu compte dans mon tour en fait avec les producteurs, dans mon mois où j'ai fait ma sélection, c'est que en parlant avec eux, en fait, il y a 2 générations. Il y a la génération des grands-parents qui sont encore agriculteurs et qui sont restés dans les terres parce que c'était la façon de faire d'avant. Et après, il y a les fils qui sont tous partis, nos parents du coup, qui sont tous partis dans les villes parce que c'est là où il y avait le travail, c'est là où il y avait l'avenir entre guillemets. Et j'ai l'impression que nous, notre génération à nous, donc les enfants des enfants, on a envie de retrouver ce lien avec la nature, on a envie de retrouver d'où on est venu et notre histoire et notre patrimoine. Et j'ai l'impression que de vouloir tous aller dans les villes, en fait, on commence à perdre ce rapport à la nature qui est essentiel, je pense, parce que maintenant, quand on va dans le supermarché, il y a tout le temps, et donc on n'a plus ce rapport-là avec les saisonnalités, on n'a plus ce rapport-là à savoir comment chaque article est fait. Et on se dit, en fait, nous, un article, c'est le prix, mais en fait, un article, c'est du travail derrière, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et il n'y a pas juste un prix. On peut pas avoir, par exemple, des tomates en hiver, on peut pas avoir... Puisque tu dis aussi, pardon, je te coupe, mais ce besoin, à un moment donné aussi, d'ancrage et de retourner à des racines, en fait, connues, qui peut-être sécurise aussi finalement avec un retour à un environnement plus sain, etc. Je pense que ça aussi, ça y joue pour beaucoup, quoi. C'est certain, oui. Après, il y a le côté aussi, on est quand même, quand on vient dans de petits villages et de campagne, on est quand même attaché à là où on vient, et ça nous fait plaisir aussi de faire se transmettre en fait mais comment on vit ici, parce que dans les villes, c'est ça, c'est en fait tout s'homogénéise. Pardon, j'ai pas exact. S'homogénéise. Ouais, non, c'est pas très français, mais c'est pas très grave. On a compris. Exactement. Voilà, vous avez les termes. Tout le monde est à peu près pareil. Voilà, alors que avant, on avait dans les petits villages, on fonctionnait à tel village il produit
tel produit, ici c'est ça sa spécialité, donc en fait chacun avait ses spécialités, et c'est ça qui faisait du lien en fait, parce que il fallait à tel village pour aller récupérer tel produit, il y avait un peu de l'échange, du troc, voilà, il y avait du lien. Et alors que maintenant, on va au supermarché, on veut que personne nous parle, on fait tout, on veut que ça soit rapide, on prend plus le temps, il faut qu'on travaille pour pouvoir se nourrir, il faut qu'on rentre de l'argent, alors que pour moi, c'était pas ma façon de voir les choses, et c'est pour ça que la campagne, ça me ressemble plus. On a le temps de prendre le temps. Voilà, on a le temps de faire les choses comme la nature comme le fait la nature en fait. Parce que pour arriver à un produit, ça prend du temps. Déjà, il faut, même si on veut que ça soit rapide, il y a le temps de la nature qui fait que il faut certains mois pour arriver à un produit brut. Derrière, il faut le transformer. Et en plus, dans des petits villages comme ça, et surtout dans les Cévennes, ce qui est important et ce qui est aussi fait sa particularité, c'est que il n'y a pas trop de gros producteurs et de grosses exploitations, parce que c'est un territoire qui est très vallonné. En fait, les terrains sont escarpés. Et en fait, Ça ne le permet pas. c'est ça, il n'y a que des petites terrasses, il n'y a pas de grands plateaux, à part sur sur l'Aubrac, au nord de Lozère, où là, il y a des grands plateaux, où il y a de la culture sur de l'élevage. on a du céréal, on a de oui. l'élevage, ouais, exactement, on a l'élevage de céréales, alors que en moyenne montagne, c'est que des vallons. Et oui. Donc c'est des terrasses, ça s'appelle des failles, du coup, un peu de vocabulaire. Allez, encore. Des failles, donc c'est les petits murets qui retiennent la terre pour permettre d'avoir des surfaces planes, Oui. et pour faire des cultures. Donc c'est pas des gros espaces. Donc déjà c'est compliqué à travailler. Bien sûr. Pour y aller avec des grosses Avec machines, des c'est pas engins, possible. c'est ça. On peut pas passer avec des gros engins, donc tout se fait encore quasiment presque à la main, ou alors avec des petits outils où il faut être derrière, le pousser, etc. pour pouvoir cultiver. Donc même si on a l'aide des machines, c'est encore un travail manuel qui est difficile. Et c'est pour ça que moi, mon projet, c'est de mettre en avant ces personnes-là qui ont fait le choix de rester petits et de vivre à l'année dans ces conditions qui sont compliquées, difficiles, que certaines personnes ne veulent pas vivre. Et voilà, c'est pour ça que mon projet, moi, me plaît. C'est des personnes qui ont des valeurs qui me sont propres aussi. Et voilà, c'est de la culture du travail et la culture des choses bien faites. En fait, quand on fait le choix d'être petit, on fait le choix de faire un produit qui nous ressemble. Et c'est pour ça que chaque produit que j'ai sélectionné, c'est une part des producteurs aussi qu'il y a derrière. Et c'est ça, on le retrouve dans tous les produits, on le retrouve dans le goût, et dans la générosité, dans la saveur des produits. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est incroyable de t'entendre parler de ton projet, des hommes avec qui tu travailles, des produits que tu mets en avant, etc. Parce que au tout début de cette rencontre, quand tu nous as parlé des Cévennes, tu nous as dit comme ça que les Cévennes n'existeraient pas sans l'homme en fait, et finalement presque vice-versa, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça aujourd'hui ton activité. C'est ce que tu définis des Cévennes, c'est ce que tu pourrais définir de ton travail en mettant tout ton territoire et les hommes qui le composent et qui le font, tu vois, à l'honneur. Je trouve ça hyper touchant et hyper courageux en fait d'avoir cette démarche-là. Merci, ça fait plaisir. Je mets en avant des projets, des personnes qui portent des valeurs qui sont vraiment au goût du jour en fait. Et c'est parce que on sait que la terre elle va mal, et que on est limité en termes de matières premières, etc. Et que si on fait n'importe quoi avec ce qui nous donne cette matière première, et c'est notre alimentation en fait, on va pas forcément pouvoir continuer comme ça longtemps. Donc il faut qu'on arrive à revenir à des micro-productions, et qu'on puisse se faire des échanges, où voilà, produire localement pour pouvoir nourrir les villes qu'il y a autour, et comme on faisait avant en fait. Parce qu'on sait le faire, mais c'est juste que ouais, maintenant on veut de la place pour pouvoir y habiter, alors que il faut reprendre le temps de faire les choses bien. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Prenons le temps. Nous, en tout cas, on a pris le temps aujourd'hui de te rencontrer, de plonger dans cette rencontre et finalement
même si Saint-Privat-des-Vieux est au pied des Cévennes, nous, on a carrément plongé au cœur des Cévennes avec toi. Merci beaucoup pour ça. J'ai une dernière petite question pour la route. On ne va pas voir les choses et remonter le futur à dans 30 ans, parce qu'on ne sait pas où on sera dans 30 ans. Mais si tu devais souhaiter quelque chose au Fafood dans 10 ans, tu lui souhaiterais quoi? De pas beaucoup changer, hein. De toute façon, c'est de faire ce qui lui plaît, de continuer dans sa lancée et de toujours faire comme il a envie de faire et de toujours suivre ses valeurs et de faire les choses à sa manière, en fait. C'est comme je l'ai toujours fait. Et voilà, dans 30 ans, je me vois avoir mon épicerie physique, avoir un lieu de vie, en fait. Dans tous les cas, ce que je veux faire avec ce projet-là aussi, c'est parce que en ligne, c'est pas forcément en adéquation avec l'échange avec les personnes. Et donc voilà, j'ai envie de retranscrire aussi l'échange que j'ai avec les producteurs, avec les clients. Donc c'est pour ça aussi que je fais des marchés. C'est parce qu'au moins il y a ce côté-là, je peux raconter les histoires qu'on m'a racontées. Moi je suis juste je suis un conteur d'histoires. Les producteurs me racontent comment sont faits les produits. Moi je retransmets ce qu'on me dit. Donc voilà, j'ai aussi envie de parler plus de ma démarche. Donc voilà, il me faut un lieu où je puisse faire un lieu de vie, en fait, et puis avoir du coup quelques tables pour restaurer, parce que voilà, c'est toujours ce côté avec la cuisine qui m'intéresse, et après pouvoir aussi faire un lieu d'échange entre producteurs et clients. Donc voilà, leur faire des petits ateliers pour que les producteurs puissent s'exprimer sur les thématiques qu'ils veulent et qui sont importantes pour eux. Et c'est l'histoire de sensibiliser les gens au maximum, parce que c'est ça mon travail, et c'est pour ça que Sebena a été créé, quoi. On n'en a pas parlé, mais j'ai repris en fait l'origine du mot Cévennes. En fait, il y a plusieurs origines au mot Cévennes. Donc moi j'en ai pris une des deux. Donc c'est Sebena, ça vient de Sebne en gaulois, qui veut dire dos. Donc le dos, les lignes de montagne. Donc c'est devenu Sebena en gaulois. D'accord. Et ça a été romanisé par Jules César en Cévena, Ok. avec le V. D'accord. Donc Cévena, ça donnait Cévennes. Et donc moi j'ai pris cette histoire-là, mais il y a une autre histoire aussi qui est aussi intéressante, c'est que toujours en rapport avec Jules César, dans tous les cas je pense que c'est Jules César qui a fait que Jules. c'est ça, qui a fait que les Cévennes sont Cévennes. C'est en fait quand Jules César est venu ici dans les Cévennes, il a vu qu'il y avait sept rivières qui se rejoignaient ici dans les Cévennes, et donc c'est les 7 veines, et c'est devenu les Cévennes. Donc j'ai voulu garder ce côté un peu les origines, Oui. et pour avoir ce côté transmission, et voilà. Donc c'est pour ça que Sebena a été créé comme ça. Génial. Merci beaucoup. On va conclure Merci à là-dessus. vous. Non, merci à toi. Merci beaucoup. Je déménage demain. En campagne, c'est déjà terminé. Le prochain épisode, c'est pour le mois prochain. Pour ne pas passer à côté, on n'hésite pas à s'abonner sur sa plateforme d'écoute préférée. Merci à Fauzi pour cet échange hors du temps et pour son accueil si généreux. Et nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire... Allez, ciao. Nous, on repart en campagne.